Bienvenue dans la première vidéo du deuxième chapitre du programme Crystal Clear Electronics 2. Dans cette partie, nous allons découvrir les types de microcontrôleurs modernes. Dans la première vidéo, nous vous présenterons les besoins les plus importants de l'industrie qui stimulent le développement des architectures de microcontrôleurs contemporaines. Notre présentateur est Victor Vanks, un ingénieur électricien qui dirige actuellement un projet de développement d'implants chez Nionos Limited. Bonjour et bienvenue à tous. Mon partenaire aujourd'hui est David Vinks, un ingénieur mécanicien que vous avez rencontré dans la vidéo du chapitre 4 de la série Crystal Clear Electronics 1. Ce chapitre sera unique puisque nous sommes les seuls frères et sœurs parmi les présentateurs. Vous connaissez déjà les microcontrôleurs si vous avez lu ou regardé les vidéos du programme Crystal Clear Electronics 1 à partir du 9e chapitre. Cette fois, vous allez obtenir une compréhension bien plus approfondie. Dans les vidéos précédentes, nous avons examiné l'évolution des microcontrôleurs et le chemin qu'ils ont parcouru depuis l'ENIAC. Rassurez-vous, nous allons aborder des sujets vraiment intéressants et passer aux outils que nous utilisons aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous vous montrerons les avantages et les inconvénients des différentes architectures. Cela inclut un bref aperçu de la conception des systèmes basés sur ARM et plus précisément de la famille STM32 des produits de ST Microelectronics. David, avant de commencer ce chapitre, pourquoi penses-tu que ces connaissances sont importantes pour quelqu'un qui souhaite utiliser des microcontrôleurs pour résoudre un problème? Je pense que ce que tu veux dire, c'est qu'il y a une différence entre vouloir ouvrir ma bouteille de coca en pleine chaleur estivale avec un tournevis ou avec un découpeur plasma. Ou j'en connais un encore mieux, un décapsuleur. Les microcontrôleurs sont aussi des outils ciblés. Et même si la plupart des types peuvent accomplir la plupart des tâches, la première étape pour obtenir un résultat optimal et efficace est de choisir le contrôleur approprié. Alors commençons. Le chapitre 2 a été rédigé par Maté Prenschberger et relu par Gergi Lagler. L'industrie est un animal intéressant. Je pourrais la comparer au mieux à un hibou en béton avec des ailes en plomb pour citer un de mes humoristes préférés. Elle s'adapte lentement, ce qui est compréhensible, étant donné qu'avec toute nouvelle technologie, il y a une période d'apprentissage qui nécessite des ressources humaines et financières. On entend souvent « pourquoi changer si ça fonctionne ?» Exactement. Une presse de 600 tonnes vieille de 30 ans sera toujours une presse de 600 tonnes dans 30 ans. C'est tout à fait vrai pour une presse, mais le microcontrôleur s'est avéré bien moins intemporel. Pourquoi cela? La réponse est simple, parce que les besoins des utilisateurs augmentent. Tout le monde veut des appareils plus rapides et plus compacts, et les fabricants essaient de répondre à cette demande avec plus ou moins de succès. J'aimerais mettre en avant 3 principaux facteurs de motivation. La demande pour des capacités de calcul haute performance augmente rapidement. Il est désormais courant que les utilisateurs s'attendent à ce qu'un appareil puisse effectuer plusieurs tâches en parallèle. C'est souvent une illusion due à la rapidité d'exécution de l'électronique de commande unique. Le nombre d'objets connectés, c'est à dire d'appareils de l'Internet des objets, explose. Il y a un besoin d'appareils capables de communiquer en permanence d'une manière ou d'une autre. Les microcontrôleurs polyvalents sont utilisés pour un très grand nombre d'applications, car le délai de mise sur le marché est crucial dans l'économie actuelle en pleine accélération. Il est souvent plus efficace de résoudre une tâche avec un microcontrôleur connu que d'utiliser plusieurs circuits intégrés spécifiques à une application. C'est pourquoi les fabricants essaient d'intégrer autant de fonctions que possible dans un seul microcontrôleur. Compte tenu de ces besoins, on constate qu'il ne suffit plus qu'un microcontrôleur sache simplement additionner et soustraire. Bien sûr, les anciens modèles pouvaient aussi faire plus que cela. Il y a un besoin d'unités matérielles d'extension, appelées coprocesseurs, par exemple pour effectuer des tâches complexes de chiffrement et de traitement du signal sans monopoliser toutes les ressources du processeur. Le rapport entre la quantité de données à traiter et le temps nécessaire pour les traiter a considérablement augmenté. Pensez simplement aux appareils domotiques intelligents ou aux dispositifs de traitement du signal en temps réel, comme les effets pour guitare. Et il ne faut pas oublier les importants instruments médicaux, bien sûr. Exactement. Par exemple, l'implant sur lequel nous travaillons peut détecter et intervenir en temps réel au début d'une crise d'épilepsie, en se basant sur les ondes cérébrales du patient. Donc dans une telle application, il est aussi important de savoir à quelle vitesse une tâche de traitement du signal peut être effectuée, et combien d'énergie cela consomme. Oui, tout à fait. La plupart des grandes architectures classiques de microcontrôleurs sont basées sur des principes fondamentaux 8 bits. C'est suffisant pour beaucoup de choses, même aujourd'hui.
Ces microcontrôleurs conviennent encore aux applications nécessitant moins de mémoire et de puissance de calcul. Cependant, pour les tâches intensives en calcul, là où un microcontrôleur 32 bits termine en un seul cycle d'horloge, il nous faut parfois attendre plus de 4 cycles pour obtenir le résultat avec un 8 bits. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo précédente, la loi de Moore reste plus ou moins valable aujourd'hui, ce qui signifie que le prix des transistors est plus bas et que nous avons également fait des progrès en termes de taille et de consommation d'énergie. Donc, la discussion ci-dessus n'est vraie qu'à technologie de fabrication équivalente. Le prix et la consommation d'énergie des microcontrôleurs 32 bits modernes sont désormais similaires à ceux des microcontrôleurs 8 bits disponibles sur le marché. Parmi les microcontrôleurs 8 bits couramment utilisés, on trouve le Zilog Z420, l'Intel 8050E1 ainsi que l'Atmel AVR, tous créés dans les années 1970 et l'actuel microchip PIC. Parmi ceux-ci, le 8050 est un fait figure d'exception, étant le seul à posséder un jeu d'instructions CISC. Aujourd'hui, l'architecture x86, que l'on retrouve généralement dans les PC, utilise toujours un jeu d'instructions CISC, tandis qu'une grande partie des microcontrôleurs utilisent le RISC. Très bien, assez parlé d'histoire. Quelles sont les solutions applicables à un système moderne? Ne t'inquiète pas, ça arrive bientôt. Peut être que la famille de contrôleurs 8 bits la plus connue des amateurs est l'Atmega d'Atmel, que l'on retrouve sur la plupart des cartes Arduino. Tous ces modèles ont des successeurs en 32 bits, mais ils sont nettement moins répandus que leurs processeurs 8 bits. Dans l'industrie actuelle, les contrôleurs basés sur ARM Cortex-M dominent le marché des 32 bits. Il existe de nouveaux candidats émergents comme les cœurs Xtensa utilisés dans l'ESP32, prisés par l'industrie chinoise et le monde des amateurs. De nombreux fabricants produisent des microcontrôleurs basés sur ARM, comme NXP, Microchip ou Silicon Labs, mais il serait difficile de citer une autre famille de microcontrôleurs 32 bits bénéficiant d'un support aussi étendu que les STM32. Non seulement ils offrent beaucoup d'aide au niveau logiciel ou matériel, mais ST produit également des modules d'application pour de nombreux usages. Ils proposent également des modules d'application spécifiques, pas seulement pour un usage industriel. De nombreux passionnés d'électronique choisissent aussi ce microcontrôleur lorsqu'ils ont besoin d'une puissance de calcul sérieuse. Quel microcontrôleur avez-vous utilisé au cours de votre carrière jusqu'à présent? Après l'université, j'ai commencé à travailler avec des dispositifs médicaux et j'avais toujours besoin d'un certain traitement du signal, donc j'utilisais le DISPIC. Mais depuis 10 ans, j'utilise presque exclusivement les produits ST. Je ne veux pas vendre la mèche. Vous pourrez trouver les détails dans la prochaine vidéo. D'ici là, à bientôt à tous. Au revoir.